souvent présenter rapidement et accueillir Benjamin. Vous connaissez pour la plupart la formule classique de ces conversations éclairées. La lettre de la main vous propose de vous procurer l'ouvrage de Benjamin si vous le souhaitez. Benjamin aura la gentillesse de le dédicacer. En revanche, malheureusement, on est dépendant de la maison de l'Amérique latine dans cette période de vacances. Ils n'ont pas de restauration, donc on ne pourra pas faire le petit cocktail qu'on souhaitait faire dans la foulée. Donc on dédicacera ici les ouvrages, et c'est indépendant de votre volonté. Je voulais vraiment remercier Benjamin parce que vous le savez certainement, il y a un agenda, il fait beaucoup de conférences, outre ses cours à Assas, beaucoup de conférences, et il éclaire la plupart d'entre nous sur les médias. C'est toujours assez passionnant, donc on se réjouit. Et dans quelques secondes, Jean-Michel introduira, parce que avant que tu veuilles commencer à présenter peut-être l'introduction, et Jean-Michel prendra le micro à la volée pour qu'on ne fasse pas rentrer trop tard. Donc, Maurice Couturier, merci beaucoup. Merci Eric Lafont. Donc, oui, moi aussi, je regrette l'absence de Chloé Morin, mais elle est vraiment malade et au fond de son lit, elle n'a plus de voix, donc elle n'aura pas pu participer à cette discussion, c'est bien dommage. Alors, Benjamin Morel, vous enseignez les institutions à l'université Panthéon-Assas, vous êtes donc maître de conférence en droit public, votre thèse de doctorat portait sur le Sénat, excellente idée. Vous êtes directeur du conseil scientifique de la Fondation Res Publica et vous êtes ici le secrétaire général de notre laboratoire de la République. Vous êtes également directeur des publications de l'Institut Rousseau. Bon, je vais commencer à introduire votre livre, mais aussitôt que notre président sera là, je lui laisserai la parole pour maintenant. Donc, dans votre livre, qui va être l'objet de notre discussion de ce soir, le nouveau programme ou l'impossible parlementarisme, vous nous invitez à réfléchir aux spécialistes des institutions que vous êtes à la situation politique qui a été créée par simplement l'absence de majorité présidentielle à l'Assemblée nationale, à la suite des élections de 2022 et encore pire, à la suite de la dissolution de 2024, où on sait qu'il y a encore moins de majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Alors cette situation, elle comporte, vous le dites, un risque de blocage politique qui peut aisément être exploité par des mouvements populistes qui surfent sur le sentiment d'une impuissance des forces démocratiques et républicaines, mais elle pourrait aussi, cette situation, être une occasion pour nous, et c'est ce à quoi vous nous invitez dans votre livre, de réviser nos institutions. L'esprit, mais surtout la pratique de la Constitution de 1958, nous ont fait en effet adopter un régime présidentiel, semi-présidentiel selon les goûts. Tous les 5 ans, autrefois tous les 7 ans, le pays était habitué et est habitué à se prononcer sur les enjeux politiques majeurs au cours d'un scrutin qui opposait, grosso modo, les partis de droite et du centre à l'ensemble des partis de gauche. Or, ce cas de figure est désormais improbable, d'une part parce que des partis radicaux, voire extrémistes, sont devenus électoralement plus puissants que les anciens partis dits de gouvernement, qu'ils soient de droite ou de gauche, et surtout parce que l'usure du pouvoir des partis de gouvernement en question, de PS et LR, a créé une opportunité bien saisie par Emmanuel Macron de constituer une force puissante au centre de l'échiquier politique. Non seulement on est donc en face d'une tripolarisation, mais le paysage politique est morcelé, puisqu'en ce moment, vous avez vu le congrès du PS, c'est la guerre des chefs, et à LR, c'est également un congrès qui donne lieu à une bataille entre deux Retailleau d'un côté et Wauquiez de l'autre, à une guerre des chefs comme la droite en a toujours connu en réalité. Et pourtant, vous nous appelez, Benjamin Morel, à réfléchir à certains exemples européens où le chef de l'État se contente d'une fonction d'arbitre, alors que les majorités de gouvernement se construisent par de savants compromis entre les programmes de plusieurs partis, comme on l'a vu en Allemagne ces derniers jours, dans la coalition entre la CDU victorieuse et le SPD social-démocrate. Alors, faire évoluer les institutions de la Ve République ou changer de constitution, vous ne vous prononcez pas, mais en tout cas, vous plaidez clairement pour un renoncement à ce qu'on appelle le système présidentiel. Alors, peut-être, pour commencer cette discussion, commençons par les défauts en question, les défauts du système présidentiel tel que vous l'analysez dans son fonctionnement, dans son histoire, dans sa logique institutionnelle. Le système présidentiel, Benjamin Morel, il a donné satisfaction pendant longtemps. Il organisait la vie politique pour la durée d'une législature, depuis le passage au quinquennat.
Que lui reprochez-vous réellement à ce système présidentiel et pourquoi voulez-vous nous en débarrasser? Alors d'abord, bonjour à tous et merci pour cette présentation, cher Brice. Merci à tous d'être venus un soir qui plus est de vacances pour parler institution et pour entendre probablement des nouvelles pas très bonnes, parce que depuis que je parle, il y a à peu près 6 mois depuis la dissolution, j'ai l'impression de déprimer les auditoires. Mais maintenant, vous êtes une forme de public captif, les sorties de secours sont sur le côté, mais Jean-Michel Blanquer faisant barrage de sa personne pour que vous ne sortiez pas, ça ne pourra pas être possible. Peut-être vais-je d'ailleurs lui passer la parole avant de répondre à ta question. Non ? D'accord, il fera donc la conclusion. Il aura donc la tâche extrêmement ardue de vous redonner de l'espoir après mon propos. Alors, d'abord, pourquoi le présidentialisme? Déjà, il faut, je crois, se poser la question de qu'est-ce qui fait le présidentialisme. On a l'impression, et tout à l'heure tu disais, dans le modèle de la Ve République, on est dans un régime présidentiel. On n'est pas dans un régime présidentiel. Un régime présidentiel, c'est quand le chef de l'État n'est pas responsable devant le Parlement et qui détient le pouvoir gouvernemental. On n'est pas non plus dans un régime semi-présidentiel, c'est une typologie qui est prêtée, qui est assumée par Maurice Duverger, mais qui, à mon avis, est assez trompeuse, parce que quand on parle de régime semi-présidentiel, on a l'impression d'un président qui est semi-puissant. En réalité, sous la Ve République, quand le président dispose d'une majorité, vous allez mieux. Vous m'entendez mieux? Vous m'entendez mieux? Quand le président dispose, sous la Ve République, d'une majorité parlementaire, il est plus puissant dans son système politique que le président des États-Unis. Quand il n'a pas de majorité parlementaire, en fait, il est le président d'un régime parlementaire, somme toute, assez banal en Europe. Alors certes, il y a des pouvoirs propres, la dissolution, vous la connaissez celle-là, l'article 12, etc. On a également l'article 16, les pleins pouvoirs. On en a d'autres, des pouvoirs propres. On a également certains pouvoirs qui ne sont pas propres, mais qui sont fléchés vers le président de la République. Je pense notamment à la bombe nucléaire. Heureusement, on n'utilise pas non plus tous les 4 matins. C'est plutôt heureux. En revanche, qui dispose du pouvoir de proposer des lois sous la Troisième République? Le président de la République. Qui en dispose sous la Cinquième? Le Premier ministre. Qui dispose du pouvoir réglementaire sous la Troisième République? Le président de la République. Qui en dispose sous la Cinquième République? Le Premier ministre. Le domaine réservé. Qui dispose des forces armées sous la Troisième République? Le président de la République. Sous la Cinquième, c'est le Premier ministre. Le domaine réservé, ça n'existe pas. C'est une invention de Jacques Chaban-Delmas au Congrès de l'UNR en 1961 pour calmer les députés gaullistes qui crient sur le fait que De Gaulle ne suit pas ce qu'il pensait devoir être la bonne politique en Algérie. En soi, le président a une marge de manœuvre en la matière, mais essentiellement la marge de manœuvre que le gouvernement veut bien lui concéder. Et en cohabitation, si on lui en concède, c'est parce que chaque Premier ministre de cohabitation est pris d'un syndrome d'Isnowood, et donc à partir de là, ne veut pas trop abîmer la fonction. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que le problème, entre guillemets, il n'est pas tant dans les institutions. Il est aujourd'hui dans une forme d'opposition entre les institutions telles qu'elles sont et la manière dont on les conçoit. En d'autres termes, qu'est-ce qui se passe en règle générale? Vous avez visé un président de la République. C'est merveilleux, derrière, il y a des élections législatives. Ces élections législatives, on dit les Français veulent donner une majorité au président de la République. Ce n'est pas ce que nous dit la sociologie électorale. La sociologie électorale nous dit qu'on a un jeu de mobilisation différentielle derrière. En d'autres termes, l'électorat de l'opposition est groggy, il ne vient pas voter. Prenez les résultats de 2017. Au premier tour, j'ai 15% des inscrits qui votent pour des candidats LaREM Modem. Au deuxième tour, j'ai 18% des inscrits qui votent pour des candidats LaREM Modem. Ceux qui n'avaient pas leur candidat au second tour ne sont pas venus. Donc en fait, on a un effet de « je laisse passer en m'abstenant ». Quand vous avez une période de dépolarisation de la vie politique, ça, malgré tout, ça produit des majorités absolues. Et donc, dans la tête des Français, dans la tête de moi également, quand je votais aux élections présidentielles, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que j'élis un président qui va être puissant, qui a un programme électoral, et que ce programme électoral, on va l'appliquer. Qu'est-ce qui se passe si jamais il n'en a pas de majorité? Eh bien, s'il n'en a pas, le roi est nu.
Parce que son pouvoir ne vient pas du droit, il ne vient pas de la Constitution, il vient du fait qu'il dispose d'une majorité. S'il n'en dispose pas, eh bien je rentre en situation de crise politique. Parce que j'ai l'impression que le président a du pouvoir, parce que jusqu'à présent, effet d'induction, quand j'ai dit un président, effectivement, il a du pouvoir. Mais tout d'un coup, ça ne marche plus. Et donc aujourd'hui, la question n'est pas est-ce qu'on est pour ou contre le présidentialisme d'une certaine façon, c'est est-ce que le présidentialisme est encore possible? Si jamais il n'y a pas de majorité parlementaire derrière, la réponse est non. Et la question qu'il faut se poser dès lors, c'est peut-il y avoir une majorité parlementaire derrière? Et ça, c'est tout sauf évident. Le mode de scrutin majoritaire à 2 tours ne donne pas nécessairement des majorités. Il en donne quand il y a une bipolarisation de la vie politique. C'est le mode de scrutin de la Troisième République qui ne donne pas de majorité dans ce pays en 1962. Donc actuellement, toute chose égale par ailleurs, il n'est pas évident qu'un nouveau président élu demain dispose d'une majorité. Et là où gît la vraie crise, c'est que si en 2027, on va voter en disant cette fois-ci, la crise politique est terminée, votez pour moi, votez sur un programme législatif, parce qu'en fait, moi, président, je n'aurai pas vraiment le moyen d'agir, mais j'aurai une majorité et que derrière, je n'en ai pas. Je recrée de la crise politique et je recrée de la frustration démocratique. Et c'est un peu dans ce piège-là aujourd'hui dans lequel nous sommes, qui n'est pas une affaire d'abord institutionnelle, mais essentiellement d'état de la vie politique. Je conclurai là-dessus, mais si on prend l'hémicycle de 1956, le dernier hémicycle de la 4e République, j'ai 25% de communistes, on ne peut pas s'allier avec eux en pleine période de guerre froide. J'ai 8% de pujadistes, on ne peut pas s'allier avec eux parce que c'est des pujadistes. J'ai 4,5% de gaullistes, on ne peut pas s'allier avec eux, De Gaulle ne veut pas. Ces 37,5% de mon hémicycle, représentant à la louche 50% de l'électorat, qui est gelé pour toute coalition. Prenez mon hémicycle là. J'ai 25% de RN, 12,5% de la FI. On ne peut pas s'allier avec eux non plus. Parti polarisé, extrémiste, on peut discuter des terminologies. Ça représente à peu près 50% de l'électorat aussi. C'est un peu un clin d'œil de l'histoire. Si on n'est pas capable de se réformer ou de se repenser, ce qui n'implique pas forcément des réformes institutionnelles, mais en tout cas des réformes de fonctionnement institutionnel, eh bien la 5e République est aujourd'hui dans une situation aussi fragile que la 4e. Certes, mais est-ce qu'on a vraiment envie de rééditer Certes, mais est-ce qu'on a vraiment envie de rééditer la 4e République? Sous la 4e République, dans le Parlement ou dans l'Assemblée nationale que vous nous présentez, certes, il y avait 2 blocs, à droite comme à gauche, qui étaient infréquentables et qui ne pouvaient pas faire partie du gouvernement, mais du coup, ça amenait les autres partis, ceux qui alternaient au pouvoir, ça les amenait à un hiatus profond entre les positions qu'ils défendaient avant les élections et la politique qu'ils étaient amenés à mettre en œuvre une fois élus. Je pense à la SFIO de Guy Mollet, qui était d'un radicalisme absolument terrible, et bien plus à gauche que LFI aujourd'hui, qui prônait la destruction du capitalisme et la socialisation de l'économie, et qui, une fois parvenu au pouvoir, menait la guerre d'Algérie en toute tranquillité d'esprit. Est-ce que vous n'êtes pas en train de nous ramener vers la 4e République, puisqu'après tout, vous prenez un mixte de scrutin proportionnel et majoritaire? Le scrutin proportionnel, on l'a connu sous la 4e, et on a vu que ça donnait des gouvernements qui ne tenaient guère, qui étaient renversés facilement. Est-ce qu'on ne risque pas de tomber de Caribe dans Silla? Alors, d'abord, moi, j'ai rien fait. C'est pas moi qui ai dissous l'Assemblée nationale. Et même si mon livre est paru, il est vrai entre les 2 tours, et que donc j'interprète cette dissolution comme étant un coup de promotion à descendre, pas celui-là, le précédent. Juré, j'y suis pour rien. Peut-être l'éditeur qui fait quelque chose. Mais en tout cas, voilà. Donc, j'y suis pour rien. Ensuite, la question, c'est est-ce qu'on a le choix? C'est-à-dire que, encore une fois, moi, je veux bien qu'on se dise demain, dans 2 ans, la situation sera réglée. Mais actuellement, si je prends les cartes électorales, c'est pas ce qu'elles disent. Parfois, quand on parle en tant qu'universitaire avec certains responsables politiques ou avec certaines personnes dans notre administration, ils disent en fait, de toute façon, il y en a pour 2 ans d'instabilité. Actuellement, je prends la carte électorale. La gauche est encaminée dans ses fiefs, mais c'est des fiefs. Et notamment les fiefs insoumis.
Les insoumis se sont payés le luxe, quand même, lors des dernières législatives, d'avoir des seconds tours insoumis contre insoumis dissidents. Inexpurgeable. De l'autre côté, vous avez un périurbain et un rural, et une ruralité qui se partagent entre ce qu'on peut appeler le socle commun et le RN. Le socle commun tenant grâce au bon report de voix de la gauche sur les candidats du socle commun. Si jamais il n'y a pas de bon report, le RN est actuellement le seul parti qui peut disposer d'une majorité absolue. Donc ça peut évoluer, mais on voit une très faible porosité entre les trois blocs. Aujourd'hui, entre ces trois blocs, vous avez 30-35% de gauche, 30% de socle commun, 30-35% de RN. Une enquête que je cite assez souvent, parce que je l'ai trouvée très marquante, il y en avait d'autres qui sont parus à ce moment-là, mais il s'avère que c'est la seule que j'ai retenue, et donc ça mérite d'apprendre plus de chiffres. Une enquête Odoxa, juste avant le premier tour des dernières élections présidentielles, des législatives, pardon, en juin. 47% des Français voulaient voter contre le nouveau Front populaire. 44% contre Emmanuel Macron. Et 41% contre Marine Le Pen. Première leçon, c'était un concours d'épouvantail. Deuxième leçon, Marine Le Pen n'est pas l'épouvantail qui faisait plus peur. Et en tout cas, elle ne faisait pas moins peur que les autres. Donc, on est dans une situation de blocage tripolaire. Et cette situation de tripolarisation, elle n'est d'ailleurs pas franco-française. Ce qui me laisse à penser qu'elle n'est pas fondamentalement conjoncturelle. Regardez en Allemagne. Vous avez une AfD à 20%. 26 aujourd'hui. 26%, c'est dans les dernières enquêtes. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez un conglomérat Die Linke Wagenknecht qui est à peu près à 12-13% aussi. Sachant que Wagenknecht, parce que vous voyez, c'est le parti de gauche anti-immigration, en fait, a très peu de voix à l'AfD et il en a surtout pris à Die Linke. Quand on regarde les enquêtes sur la sociologie électorale allemande. Donc en fait, cette tripolarisation qui rend le modèle actuellement instable, ce n'est pas un choix, c'est une donnée. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette donnée? Et alors, pour répondre sur la proportionnelle, un point que Jean-Michel n'assumera pas, on a une vraie divergence là-dessus. En fait, le mode de scrutin majoritaire à deux tours, je l'ai dit, ne donne pas de majorité, nécessairement. Il n'en a pas donné avant 62. La proportionnelle, ça n'existe pas. Selon la manière dont on définit la proportionnelle, on peut en avoir entre 50 et 80 formes. En fait, le mode de scrutin, ce n'est pas une valeur, ce n'est pas un principe. On ne meurt pas sur le champ de bataille pour un mode de scrutin. Le mode de scrutin, c'est un instrument. Et De Gaulle l'avait compris d'ailleurs. Il est pour la proportionnelle en 44, pour le mode de scrutin majoritaire à deux tours en 58. Et il a compris également parce qu'il ne met pas le mode de scrutin dans la Constitution. Il le met dans une loi ordinaire. Parce que si l'instrument n'est pas efficace, eh bien il faut en changer. Et si je considère que mon mode de scrutin majoritaire à deux tours est efficace, et il peut être efficace, il n'est pas mauvais en soi, il marche bien dans deux cas historiquement. Quand vous avez les partis notables, 19e siècle, d'ailleurs c'est le mode de scrutin qui est répandu dans la plupart des pays d'Europe jusqu'à la Première Guerre mondiale, les Allemands laissent tomber après 1914, ou quand vous avez une forte bipolarisation. Ça marche très bien de 62 à 2017. Quand je n'ai plus de bipolarisation, ça devient dysfonctionnel. Exemple, fin Troisième République. Donc, à partir de là, si on dit le mode de scrutin majoritaire à deux tours est dysfonctionnel, première question, est-ce qu'on peut le réformer? Alors, je vous ai dit, vous êtes un public captif ce soir, en plus pendant les vacances. Quand c'est le moment des modes de scrutin, mes étudiants savent qu'ils vont souffrir, parce que j'adore ce sujet, il est très technique. Vous n'avez pas vraiment les moyens de vous enfuir. Oui, ils peuvent quitter donc, je vais essayer quand même d'être relativement pédagogique. Si jamais je dis le mode de scrutin majoritaire à deux tours est devenu déficient, la première réflexe, c'est de le réformer. J'ai trois instruments qui permettent de réformer un mode de scrutin majoritaire. Je peux le faire passer à un tour. Typiquement, Grande-Bretagne. Ça ne donne pas non plus de majorité au Canada. Donc, ce n'est pas la solution magique. Je peux augmenter le seuil de qualification au second tour, les fameux 12,5% des inscrits. C'est ce qu'on a fait en 1976. Pas très utile ici. Enfin, je peux augmenter la taille de mes circonscriptions, parce que plus mes circonscriptions sont grandes, plus
elles donnent le même résultat. Mais je perds en proximité, je perds en démocratie. On n'a pas vraiment besoin de ça, et ça ne veut pas dire que ça formerait des majorités. C'est un mode de scrutin très rigide, en fait. L'avantage de la proportionnelle, c'est qu'il y en a entre 50 et 80 formes. La proportionnelle départementale, établie en 86, et à certains moments de la Troisième République et sous la Quatrième, on sait que ça ne marche pas. Le premier qui la critique vertement et intelligemment, il s'appelle Léon Blum. Ça ne marche pas parce que en Lozère, c'est un scrutin majoritaire à un tour. On avait fait des études il y a quelques années, il était plus facile pour le RN d'avoir un député à Paris que dans le Vaucluse. Ça n'a absolument aucun sens. Par ailleurs, il est où notre problème là? Il est sur le fait qu'on a 3 blocs, et que ces 3 blocs sont étanches. Pourquoi? Imaginez que vous soyez un député socialiste aujourd'hui. Pas de bol, au vu de la situation. Pas de bol, pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez été élu au premier tour grâce au NFP. Ça veut dire que si le NFP n'est pas reconduit, la prochaine fois, vous allez avoir un insoumis face à vous. Et si vous avez un insoumis face à vous, vous êtes sur un siège éjectable. Très compliqué de changer de stratégie d'alliance. Et donc, blocage. C'est ça qui bloque aujourd'hui les alliances au sein du Parlement. D'où l'intérêt, si on veut fluidifier la vie politique, de changer le mode de scrutin. Si je fais une proportionnelle par département, je fais quoi? Eh bien, dans un département où j'ai 2 ou 3 élus, je me retrouve avec le même problème. Si la gauche part des unis, si le socle commun part des unis, alors que les autres sont unis, je n'aurai pas d'élus. Et donc, je ne dérigidifie pas ma vie politique. Le mode de scrutin proportionnel par département, c'est pas un hasard si personne l'utilise. De même, la dose de proportionnelle, je ne vais pas rentrer dans le... c'est une aberration du point de vue des modes de scrutin. Parce qu'en fait, plus vos circos sont grands, plus elles donnent le même résultat. Plus vous augmentez votre dose de proportionnelle, plus vous fusionnez vos circos. Et en fait, c'est comme résoudre la quadrature du cercle. Donc en France, quand on pense à la proportionnelle, on pense à des trucs qui ne fonctionnent pas. Il y a des modes de scrutin qui fonctionnent, comme le mode de scrutin allemand. On a eu notamment des trucs intéressants. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que je ne vais pas vous tuer avec les modes de scrutin. Par exemple, dans la loi italienne de 2015. Donc le problème de la proportionnelle en France, c'est qu'on régresse toujours sur les mêmes solutions qui n'ont pas marché chez nous, plutôt que de regarder des modalités qui marchent mieux ailleurs. Et qu'on ne me sorte pas, et je conclurai là-dessus, la question de la culture de compromis que nous n'aurions pas. Non, il n'y a pas de culture politique du compromis. Prenez des auteurs de la 4ème République, c'est très intéressant, vous savez ce qu'ils répondaient aux gaullistes? Un président puissant, mais ce n'est pas dans notre culture politique. Vous plaisantez, on essaie une fois sur la 2ème République, ça finit en empire. Pas de ça chez nous. Les institutions, les structures politiques obligent les partis à s'adapter et à se transformer. Des compromis, on en a fait sous la 3ème République. Des compromis, on en fait tous les jours dans les collectivités territoriales. Mais en effet, quand le PS a une majorité absolue de 2012 à 2017, le PS ne va pas dire « et si je faisais un compromis avec l'UMP histoire qu'on gouverne ensemble ?» Ça n'aurait pas de sens, et ça n'aurait pas de sens démocratique. On ne fait pas de compromis quand on a une majorité absolue et quand on a un fait majoritaire. En revanche, quand on en a besoin, on y est contraint. Et quand on y est contraint, on trouve les voies. Je vois bien vers quoi vous voulez nous emmener. C'est un système à l'allemande avec la représentation proportionnelle qui serait effectivement plus démocratique puisque les partis, en tout cas ceux qui atteignent un certain niveau pour un certain pourcentage d'électeurs, seraient tous représentés proportionnellement au nombre d'électeurs dans leur pays. Mais je vous opposerai un argument que j'ai trouvé d'ailleurs dans votre propre ouvrage, parce qu'il est très équilibré. Oui, c'est très bien l'alliance, comme disait Juppé, couper l'omelette sur les 2 bouts. On supprime les extrémistes et les radicaux dans les 2 cas et on essaie de faire une bonne grosse coalition de tous les gens de bonne volonté, des gens qui sont capables de gouverner parce qu'ils en ont une certaine expérience. Mais comme vous le dites vous-même, quand on fait ça, on donne une prime à l'extrémisme parce que comme il n'y a pas d'alternance possible, puisque finalement tous les partis de gouvernement sont ensemble d'accord pour gouverner ensemble. Regardez ce qui se passe en Allemagne depuis que le SPD et la CDU se sont mis d'accord sur un programme de gouvernement. L'AfD n'a jamais été aussi en forme. Ils viennent de passer au-dessus de la CDU, ce qui est absolument très inquiétant, parce que entre nous, l'AfD est encore plus extrémiste que le Rassemblement national, et même largement plus. Donc, quand vous faites ce genre de coalition,
des bien-pensants, des gens raisonnables au centre, vous donnez une prime aux extrémistes qui peuvent apparaître comme les seuls incarnant une véritable alternance politique. Alors, absolument. Et... Je parler plus fort. Oh, d'accord, très bien. Je vais peut-être rapprocher un peu le micro. Absolument. Oui, mais ce n'est pas une question de mode de scrutin, pour le coup. On le voit avec le mode de scrutin majoritaire à 2 tours, on produit à peu près les mêmes choses. Et donc, à partir de là, cette réflexion, elle est fondamentale. Peut-être qu'elle est un peu précoce dans la soirée, parce que mon propos va être là extrêmement déprimant. D'abord, encore une fois, c'est vraiment pas une question de mode de scrutin pour le coup. Les 2 modes de scrutin peuvent produire ce type de situation. En revanche, c'est aujourd'hui le vrai dilemme qu'on peut avoir. Historiquement, pour gérer 2 partis profondément polarisés, il y a 2 façons de faire. Je reviens à ma 4e République. 4e République, qu'est-ce qui stabilise les institutions? C'est la Constitution, certes, mais pas que. Qu'est-ce qui se passe en 58? Adieu les poujadistes, rayés de l'histoire. Les gaullistes sont réintégrés au jeu des alliances, ils en sont même au centre. La droite est 100% parti de gouvernement. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Les communistes, pour l'instant, boudés dans leur coin, et puis on ne peut pas s'allier avec eux, on les fait revenir dans le jeu. Ça va donner le programme commun. Je gouverne tout d'un coup sur 100% de mon hémicycle et 100% de mon électorat, tout à fait, à peu près. C'est stable. Actuellement, on gouverne contre un bon tiers de l'hémicycle et une bonne moitié de l'électorat. Ça ne peut pas être stable. C'est pas stable en France, c'est pas stable en Italie, c'est pas stable en Allemagne, c'est pas stable dans un mode de scrutin majoritaire à 2 tours, dans un mode de scrutin majoritaire à 1 tour, dans un mode de scrutin proportionnel, quel que soit le type de proportionnel. C'est cette situation de tripolarisation-là, avec une forte polarisation, qui pose problème. 2 solutions qui n'en sont pas. Et donc, je ne vous livrerai pas, mais si quelqu'un a la clé, eh bien, je l'invite à la donner. Il y aura peut-être sur ce sujet un prix Nobel de sciences politiques qui n'existe pas. La première voie, ça a été de dire pour certains partis, bon, on n'a qu'à s'allier avec eux comme ça, on va les modérer. Et ils vont servir, un peu comme Mitterrand a tenté de le faire avec le PC, on s'allie avec eux et on les évite. Prenez l'EVP autrichien, Sebastian Kurz. Il y a quelques années, on disait Kurz a réussi. Il a liquidé le FPE en venant sur son terrain, en radicalisant un peu l'EVP et en donnant le sentiment que ainsi il y avait une possibilité que la droite classique l'emporte. Aujourd'hui, regardez l'état de l'EVP, regardez l'état du FPE, échec. Dans ce cadre-là, en effet, qu'est-ce qui se passe? Ce sont souvent les partis les plus polarisés, les plus extrêmes, qui arrivent finalement à instaurer leur hégémonie. Et c'est le cas Meloni en Italie. Alors si on veut se rassurer, quand même, ou pas d'ailleurs, quand on prend les études en sciences politiques là-dessus, je ne fais pas mais le mode de scrutin n'a pas d'effet sur la polarisation. C'est ce que vous disent les études en sciences politiques. Voilà, ça ne change rien. En revanche, les partis en question acquièrent une culture de gouvernement et quand ils arrivent au pouvoir, ils sont moins extrêmes et moins amateurs. Je ne sais pas si ça doit vous rassurer, mais dans tous les cas, voilà ce que je veux dire. L'autre voie, c'est celle que tu décrivais, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? On peut éventuellement faire des alliances de briques et broc au centre. Mais là, si on voulait avoir une situation stable en se passant et du RN et des Insoumis, ça impliquerait de faire une coalition qui irait potentiellement des Verts au LR. Imaginez Sandrine Rousseau et Laurent Wauquiez autour d'une table se mettant d'accord sur un programme électoral, un programme de gouvernement. Ça serait cocasse, moi je peux aller très très cher pour être là et voir ce qui se passe, mais fondamentalement, vous comprenez bien que ça ne peut pas être vraiment stable et qu'en effet ça crée un effet de frustration avec le sentiment que derrière, la seule alternative devient les extrêmes et vous avez un effet qui est un effet d'étau. C'est-à-dire que la seule alternance, la seule alternative devient l'extrême. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'État européen qui s'est sorti de ce marasme-là. Et là, ça me permet peut-être de poser un point qui m'apparaît extrêmement intéressant et important et un peu déprimant. Moi,
Moi, je parle d'institutions ce soir. Et je pense que c'est important, parce que c'est là-dessus que je travaille. Donc, j'essaie de parler de ce sur quoi je travaille et ce qui me rend compétent dans ce que je raconte. Mais la crise politique, c'est pas d'abord une crise de la Ve République. C'est pas d'abord une crise des institutions. Achetez le livre quand même. Aujourd'hui, des États-Unis à la Pologne, du Portugal à la Finlande, il n'y a personne qui va bien. Je raconte assez souvent cette anecdote, si certains ont déjà entendu, je suis désolé. Mais j'étais invité il y a quelques mois à la radio-télévision suisse, et le thème du débat, c'était « La France va mal, la Suisse c'est pire ». Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais malgré tout, ils avaient l'air persuadés d'être vraiment en crise, les Suisses. Vous voyez, on a une crise qui est beaucoup plus profonde qu'une simple crise des institutions. C'est une crise de l'action politique. Est-ce que le politique peut agir sur le réel? C'est une crise de l'espace public. La Révolution française, ce n'est pas d'abord des institutions. La Révolution française, c'est d'abord 5000 journaux, des clubs qui s'ouvrent. C'est d'abord un espace public. Aujourd'hui, cet espace public est malade. Espace public malade, action publique dont on ne voit pas la fin, eh bien, forcément, ça met en crise toute nos démocraties occidentales. Dans ce cadre-là, les institutions sont un facilitateur ou un facteur d'aggravation. Moi, je peux vous parler des facilitateurs et des effets d'aggravation. On parlait de mode de scrutin proportionnel. Je tends à considérer qu'aujourd'hui, la proportionnelle est un élément facilitateur pour construire des coalitions et pour faire que ce soit gouvernable demain. En revanche, ce n'est pas un médicament magique. Ça ne va pas régler la crise de l'ensemble des démocraties occidentales. Et donc, dans ce cadre-là, il faut arriver à penser cette crise politique, qui est une crise politique beaucoup plus large et beaucoup plus difficile à résoudre. Oui, c'est vrai qu'on est dans une période où il y a besoin de décisions rapides, parce que la situation internationale est très tendue. Il y a l'Ukraine, le risque d'une guerre dans le nord-est de l'Europe si la Russie continue sa politique expansionniste. Et précisément, quand on est dans une situation aussi dangereuse et aussi tendue, il y a besoin de prendre des décisions rapides. Vous nous prenez le modèle allemand dans lequel, vous le dites vous-même, quand le chancelier se rend à Bruxelles pour négocier au sein du Conseil européen, il a un ordre du jour qui est extraordinairement contraint, qui a été négocié avec sa coalition parlementaire, et sa marge de manœuvre est extrêmement réduite. Le président français, lui, il vous le dit d'ailleurs, quand il se rend à Bruxelles, il fait ce qu'il veut. Il n'a pratiquement pas besoin de consulter son gouvernement, à peine son ministre des Affaires européennes, et il peut, dans ce cadre-là, prendre justement les décisions qui s'imposent et qui nécessitent la rapidité, la volonté, le changement radical de cap éventuellement. Est-ce que ce n'est pas justement une des forces du système présidentiel, je ne sais pas s'il est présidentiel français ou non, après tout? Alors, ne citez pas jusqu'au bout quand même, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes justement à Bruxelles? Vous avez un président français qui arrive, qui dit « je peux tout ». Et vous avez un chancelier allemand qui dit « moi je peux rien ». Que dit le président français? Si tu peux rien, c'est toi qui as raison, parce que moi je peux tout. Et donc, si vous pouvez tout lâcher. Et en fait, la position, non justement, parce que vous ne déciderez pas contre ce que le chancelier allemand vous aura opposé. Le Bundestag, Karlsruhe, sont les meilleurs arguments de négociation de l'Allemagne. On décide quelque chose en amont, et ensuite le chancelier n'a d'autre choix que de tenir. Et les autres pays n'ont d'autre choix que de s'aligner. Et la France, qui peut tout lâcher, n'a d'autre choix que de tout lâcher. C'est le Nord Stream 2, là. Donc il ne faut pas là-dessus penser que, entre guillemets, un système dans lequel un président arrive en étant omnipotent à l'intérieur soit puissant. L'autre élément, c'est que là, on part encore une fois du principe qu'on a un président qui a une majorité. Et s'il n'a pas de majorité, on a un vrai sujet là. En période de cohabitation, vous savez, le président de la République et le Premier ministre arrivent à Bruxelles. Et donc, on a deux personnalités qui arrivent à Bruxelles et qui viennent négocier. Sauf que depuis, il y a eu le traité de Lisbonne. Et le traité de Lisbonne, ça fait quoi? Ça fait que le Conseil européen, c'est plus un organe informel où on discute entre gens raisonnables. Le Conseil européen, c'est un organe de l'Union. Et cet organe de l'Union, on y prend des décisions. Et il faut qu'il y ait une personne qui vote. Et en l'occurrence, on a une par État.
Là, pour l'instant, on décide que c'est le président de la République. Mais si le président n'a pas de majorité, c'est encore lui qui vote, alors qu'il pèse rien. C'est compliqué. Pourquoi pas le Premier ministre? Et in fine, si le président est impotent à l'intérieur parce qu'il n'a pas de majorité, quel poids pour la France au niveau européen? C'est pas évident. On a aujourd'hui une France qui est très très faible au niveau européen. Alors certes, il y a une situation qui fait qu'en effet, il y a un effet d'entraînement par Emmanuel Macron, mais on a un président qui n'a pas de majorité au Conseil européen, on a une présidence au Conseil des ministres dans lequel il y a une vraie fragilité parce qu'il y a un gouvernement qui n'a pas les moyens d'avoir une majorité et de s'imposer, et la plupart des députés français siègent dans des groupes qui sont hors système de la coalition, notamment le groupe patriote européen, les députés RN. Et donc, on est aujourd'hui dans une situation au sein des institutions européennes extrêmement faible. Notre capacité d'action, en fait, elle est parallèle aux institutions. C'est parce qu'il y a la France, parce qu'il y a l'armée française, parce qu'il y a le leadership français sur le sujet ukrainien, etc., que la France porte. Elle ne porte pas tellement en interne des institutions. Et donc, on voit qu'en la matière, notre système très schizophrène, avec un président qui incarne la France au niveau européen, mais qui n'en a pas forcément les moyens, peut être un système qui se retourne in fine contre nous, si jamais structurellement, et là c'est encore une fois le sujet sur lequel nous discutons tout à l'heure, si on a un président qui n'a pas fondamentalement de majorité. Alors justement, là j'en viens au dernier chapitre de votre ouvrage, celui que je trouve le plus éclairant encore. Vous nous expliquez qu'effectivement on est face à un président qui n'a pas de majorité parlementaire, pas à l'Assemblée nationale, mais qui veut appliquer son programme quand même. Parce qu'après tout, il a été élu pour appliquer son programme. Et vous nous montrez, parce que vous êtes un fin connaisseur des mécanismes de l'Assemblée nationale et du Sénat, vous nous montrez comment, d'une certaine manière, le président a tordu le bras à plusieurs reprises à ces assemblées parlementaires pour faire appliquer tout de même une partie, en tous les cas, du programme qu'il a décidé, notamment le cas des retraites. Et là, vous nous mettez en garde en disant, attention, ça crée un précédent. Demain, un autre président, disons Marine Le Pen par exemple, pourra se servir de ces précédents-là pour dire « ça a été fait avant moi, le Parlement n'est pas d'accord, je le fais quand même ». Donc le glissement vers le système illibéral que nous redoutons tous et pour lequel nous essayons contre lequel nous essayons de lutter en maintenant les garanties qui sont celles de la démocratie pluraliste, finalement, on pourrait prendre le chemin de la démocratie illibérale à la Orban ou à la Poutine d'une manière que nous n'attendions pas. Oui, c'est un danger en fait. Si vous voulez, la Ve République, comme toutes les constitutions, d'ailleurs comme toute chose dans ce monde, elle a les défauts de ses qualités. La qualité, c'est qu'on a une forme d'adaptabilité. Le défaut, c'est que l'adaptabilité, ça peut permettre de surmonter des crises, ça peut également permettre de trouver des brèches. Or, qu'est-ce qui se passe en 2022? On a un président qui est élu, comme tous les présidents, sur un programme qui est en fait un programme législatif. Quand je dis, moi, président, je vais faire une loi sur l'immigration, une loi sur les retraites, une loi sur la cueillette des fraises, eh bien, je mens d'une certaine façon. Ou en tout cas, je présuppose que j'aurai une majorité parlementaire. Parce que sinon, je fais des promesses sur des pouvoirs qui ne sont pas les miens. Parce que le seul contact entre un président et une loi, c'est quand il la promulgue. Donc je présuppose que j'aurai une majorité parlementaire. Et c'est pas mal, c'est pas Macron. Je veux dire, si vous vous présentez à la présidence de la République en disant « moi, président de la République, j'appliquerai avec parcimonie l'article 12 et l'article 16 », il n'y a personne qui va voter pour vous. Donc c'est nous qui votons pour un président parce que nous pensons, et par induction nous avons raison, qu'il disposera derrière d'une majorité. Mais s'il n'en dispose pas, il se passe quoi? Il y a deux choix. Soit vous avez un président qui dit « écoutez, en fait, je vous ai promis des choses, mais je n'ai pas de majorité, donc tant pis, rendez-vous dans 5 ans. » C'est pas possible, il ne peut pas le faire, il a été élu. Soit, il essaie de faire entrer des ronds dans des carrés. Et là, si vous prenez la réforme des retraites, d'un point de vue procédural, c'est un peu du grand n'importe quoi. Mais pas parce que c'est Emmanuel Macron. Parce que derrière, c'était en effet, si c'était une promesse, en tout cas quelque chose qui était dans le programme, clairement, vous avez un Emmanuel Macron qui dit « écoutez, moi j'ai été élu pour faire cette réforme, en tout cas vous m'avez autorisé à la faire en me disant, il a raison, et donc je vais la faire. Mais je n'ai pas les moyens de la faire parce que je n'ai pas de majorité et juridiquement, je ne peux pas vraiment la faire. Et donc,
je vais utiliser un projet de loi de finances rectificative de la sécurité sociale. Le texte transmis à l'Assemblée n'est pas celui qui est transmis au Sénat. Les usages sur 49 alinéa 3, rien à faire. L'article 38 du règlement du Sénat, ouais, bref. Le truc est une horreur d'un point de vue procédural, mais ça s'entend d'un point de vue politique. Le problème, c'est qu'en la matière, on ouvre potentiellement des brèches. On ouvre des brèches, et ces brèches, elles se sont élargies d'autant plus ces derniers mois parce qu'on était dans une situation d'ingouvernabilité. J'ai par exemple, alors je pourrais vous détailler les brèches qu'on a découvertes ces derniers mois. On a agi vis-à-vis de la Constitution ces derniers mois, depuis le mois de juillet à peu près, comme des avocats fiscalistes. Si vous allez voir votre avocat fiscaliste et que vous lui dites « je payais moins d'impôts », votre avocat fiscaliste va ouvrir le code des impôts et il va trouver les brèches dans le code des impôts pour vous en payer moins. On fait quoi depuis quelques mois? On fait la même chose. Comment est-ce qu'on peut arriver à faire passer un budget? On ouvre des brèches, on ouvre des fenêtres d'Overton. La plus criante et à mon avis la plus dangereuse qui a été ouverte, c'est par exemple, et pourquoi pas l'article 16. L'article 16, il n'a pas été fait pour ça. L'article 16, il a été fait parce que De Gaulle était traumatisé de ne pas avoir pu imposer la stratégie du réveil breton ou du repli du gouvernement sur Alger, parce que les pouvoirs de la Troisième République étaient effectivement trop faibles. L'article 16, il a été fait quand on a la Wehrmacht qui défile au pas de loi sur les Champs-Élysées. L'Espagne avait plus 2 ans son budget. La plupart des pays européens n'adoptent pas en temps et en heure un budget. Le régime parlementaire français se fonde sous la Restauration sur le contrôle budgétaire. On est le seul pays qui, dans sa constitution, a mis en place une dictature à la romaine, c'est-à-dire une magistrature d'exception en cas de crise, ce qui est normal, plutôt bien, plutôt sain, mais qui a fait de celui qui l'exerce, celui également qui la proclame. À Rome, c'est le Sénat qui va chercher le dictateur et son maître de cavalerie. Là, c'est le président qui se lève un matin et qui dit, au fond, pourquoi pas? J'examine moi-même les conditions qui sont celles de déclenchement de l'article 16, qui sont listées dans l'article 16, et j'en suis le seul qui les apprécie. Quant à la sortie, j'ai un avis obligatoire du Conseil constitutionnel au bout de 60 jours, sur saisine au bout de 30 jours, mais ça reste un avis. Tant que la Ve République est gouvernée par des gens sains d'esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous voyez au côté de quel océan je leur dis. Ou des gens qui ne sont pas des fanatiques. Tout ça fonctionne bien. Le jour où vous avez un Donald Trump, combien de temps ça tient? En jouant les avocats fiscalistes et en ouvrant des fenêtres de Burton, en disant au fond pourquoi pas, le risque c'est que demain on se dise en effet au fond pourquoi pas. Et là je crois qu'en effet il y a des brèches et il y a des dangers. Et il y a la nécessité de raison garder. On est dans une période d'instabilité, on est dans une période d'ingouvernabilité. Oui, on n'aura peut-être pas de budget au 31 décembre prochain. C'est même, si on doit vous définir, assez probable. Mais attention de garder là-dessus une forme de réserve. Parce que sinon, on ouvre en effet des voies, et ces voies demain, avec les meilleures intentions du monde quand on les ouvrira, elles risquent de nous revenir à la figure. Donc il faut être extrêmement là-dessus précautionneux. Et tout à l'heure je disais la culture politique, prenons des pincettes. Attention également avec la notion d'esprit des institutions. De Gaulle comme Debré ne pensaient pas du tout que le régime qu'ils mettaient en place ressemblerait in fine à ça. Tout bêtement, pour la raison qu'on a donnée tout à l'heure, ils étaient persuadés que le scrutin majoritaire de tour, ça ne produisait pas de majorité. Donc ils étaient persuadés qu'il n'y aurait pas de majorité. Il n'y a pas d'esprit des institutions, il y a des pratiques. Et ces pratiques-là, elles font l'objet de conventions entre acteurs. On est d'accord pour considérer que ça ne se fait pas, ou que ça se fait. Jusqu'au moment où il y a quelqu'un qui dit « c'est pas écrit dans le texte en fait, je fais ce que je veux ». Et là, la convention, la pratique, elle saute. Et il n'y a pas d'esprit, parce que derrière, il n'y a pas de fantôme qui va faire « c'est pas ça ». Sinon, attention, tu seras maudit. L'esprit, c'est simplement la manière dont on conçoit collectivement les institutions. Temporellement, c'est borné, ça change, ça se transforme. Et le jour où quelqu'un décide de mettre l'esprit au rebut, eh bien, il n'y a rien qui en empêche, sauf évidemment une fronde politique, mais à ce moment-là, vous mettez souvent la Constitution
au rebut avec celui qui a tenté de la forcer. Donc il faut être extrêmement précautionneux. Nos institutions, elles sont très fragiles, elles sont aujourd'hui extrêmement défiées, et donc il faut faire très très attention, être parcimonieux sur la manière dont on les interprète ou dont on les surinterprète. Et là, je vous ai bien déprimé. Heureusement, Michel, à la fin, aura des choses positives à dire. Et je lui mets un peu la pression. Donc, voilà. Dernière question avant de donner la parole à la salle et à Jean-Michel Blanquer, notre président. Vous déplorez beaucoup l'inversion du calendrier, le fait que depuis la réforme d'octobre 2000, on élise d'abord le président et ensuite le Parlement, enfin ensuite, pardon, l'Assemblée nationale. Ça paraissait, en tous les cas, vous ne croyez pas beaucoup aux cultures politiques et à l'esprit des institutions, mais enfin ça fait maintenant 60 ans, si j'ai bien compté, qu'on élit le président de la République dans ce pays au suffrage universel, et que c'est cette élection-là qui détermine en effet la ligne politique qui sera suivie par un gouvernement. Bon, en ce moment, ça ne marche pas, d'accord avec vous. Mais mettez-vous à la place des électeurs de François Mitterrand en 81 en particulier, ou aussi en 88, découvrant que malgré le basculement à gauche du pays, il avait en face de lui un parlement les deux chambres étaient dominées par la droite. Il a bien fait de dissoudre, parce que sinon, vous parlez souvent de la frustration des électeurs qui ne se sentent pas représentés, mais imaginez la frustration des électeurs de gauche qui, voyant la possibilité d'une alternance dans ce pays qui n'en avait pas connu depuis 1958, on aurait été privé parce que le Parlement, il fallait faire avec. Oui, peut-être, mais je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, je vous dis que ça ne marche plus. En fait, reprenons 58. En 58, qu'est-ce qui se passe? En 58, on a un nouveau régime politique qui se met en place. De Gaulle est une figure charismatique, puissante. La plupart des partis se disent il y a un moment de Gaulle. En 62, ils ont tous fait quasiment campagne contre l'élection au suffrage universel de la République. Mais bon, ils se disent il y a un moment de Gaulle. En 65, élection, le PC et la SFIO se disent il y a un moment de Gaulle, on va trouver quelqu'un qui va perdre face à De Gaulle. François Mitterrand, il apparaît déjà fini, on l'envoie. Mitterrand a tout compris. Les vieux partis, eux, n'ont pas compris que là, il se passait quelque chose et que potentiellement on avait changé de système. Mitterrand lui a compris, ça a été sa force. Il va falloir 10 ans avant que les partis comprennent. Or là, on a des mutations qui sont profondes, et il va sans doute falloir du temps pour que les partis s'adaptent. L'élection au suffrage universel direct du président de la République, elle ne crée pas son pouvoir. Elle crée une légitimité, c'est vrai, mais elle ne crée pas son pouvoir. Pour l'instant, en effet, que fait l'électeur de gauche en 81 ? Il procède encore une fois par induction, comme nous le faisons et comme je le fais également aux élections présidentielles. Il va voter en se disant, si François Mitterrand est président de la République, il aura tous les pouvoirs. Et en effet, il aurait été très très frustré si jamais ça n'avait pas été le cas. Mais des présidents de la République qu'on élit au suffrage universel, on le fait également en Finlande, en Autriche, au Portugal. Sauf qu'un électeur autrichien qui va voter aux élections présidentielles, il sait très bien que derrière, son président n'a pas de majorité. Et donc à partir de là, il vote pour quelqu'un, mais il ne vote pas pour un programme législatif. Et le candidat aux élections autrichiennes qui dirait « Moi, président de la République, je vais faire une réforme des retraites ou une immigration », les Autrichiens le regarderaient en disant « Alors, soit tu n'as rien compris au système politique, et c'est quand même embêtant parce que tu es réputé être le gardien des institutions, soit tu es en train de nous expliquer gentiment que tu veux faire un coup d'État. Non, on ne va pas voter pour toi. » Donc, si on considère demain qu'un président peut à nouveau avoir une majorité, ce système peut refonctionner. Si jamais un président ne peut plus avoir de majorité, donc encore une fois, pour l'instant, c'est plutôt ce que nous disent les cartes électorales, sans parler même de changement de mode de scrutin, à ce moment-là, il y a deux voies. Soit on a en effet une frustration profonde, avec des électeurs qui se disent « Mais j'ai voté pour lui, il a dit qu'il allait appliquer son programme, il ne peut pas. C'est pas possible. » Et là, je pousse à potentiellement exploiter les failles, et il y a un risque de dérive libérale. Soit j'ai un électorat qui se déshabitue à ça, et qui devient, comme l'électorat autrichien, portugais, finlandais, plus concentré sur les élections législatives que sur les élections présidentielles. Mais, et ça, c'est bien à comprendre, c'est même pas un choix de régime. C'est un régime politique, c'est pas uniquement une constitution, c'est un système de partis.
La Troisième République de 1870 à 1914 n'est plus du tout la même Troisième République que la Troisième République de 1920 à 1940. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, on est passé de partis notables très déstructurés à des partis qui sont des partis disciplinés, notamment SFIO, PC, et puis une tentative également de reconstruire ça de l'autre côté à droite. Et donc, les mêmes institutions produisent un système politique très différent, fonctionnel au début, dysfonctionnel à la fin. La question, et c'est un peu la thèse du livre, c'est est-ce que nous ne vivons pas là-dessus un peu la même chose? À court terme, c'est certain. À moyen terme, j'en suis à peu près persuadé. À long terme, comme dirait Keynes, nous serons tous morts. Mais en l'occurrence, je crois qu'il faut penser sur la prochaine décennie. Parce que la prochaine décennie, pour tout un tas de raisons économiques, géopolitiques, va être extrêmement agitée. Et si jamais nous avons un système bloqué, le système peut vraiment très rapidement dériver. Et peut-être quand même une bonne question rapidement. Très rapidement. Oui, tout à fait. Je répondrai pas. Compte tenu de ce que sont les circonstances internationales que nous connaissons, est-ce que vous ne pensez pas que ce débat est complètement à côté de la plaque et que le vrai sujet aujourd'hui, c'est quelles institutions européennes, parlementaires ou présidentielles veut-on à l'échelle d'une Europe puissante? Une deuxième question différente. Quel est le pouvoir du Conseil constitutionnel pour rééquilibrer éventuellement le dysfonctionnement dans le marasme, c'est-à-dire de la non-gouvernementalité par le Parlement? Comment on peut finalement éviter ces brèches qui sont l'ouverture vers la démocratie illibérale potentielle? Alors, souvent quand on parle d'institutions, on nous dit, c'est le mot des journalistes, c'est pas concernant. Si vous vous amusez à faire un bon chiffre code carnet et que vous n'avez pas de poil, vous ne ferez pas de chiffre code carnet. Les institutions, c'est un instrument. S'il n'y a pas d'institution, il n'y a pas de politique qui tienne. Et il n'y a pas de bonne politique. Au niveau européen, vous savez comme moi ce qu'implique une réforme des institutions au niveau européen. Ça implique l'unanimité des États membres. Actuellement, là je sors un petit peu de mon objet, mais actuellement je ne vois pas de grande modification des institutions européennes à très court terme. Je crois beaucoup plus à des coopérations entre États sur des sujets précis. Quand il faut aller vite, on ne fait pas une tabula rasa institutionnelle à 27 avec Viktor Orban, alors que vous avez Malte qui a un droit de veto. Ça m'apparaît très très complexe. Donc pour être efficace, la coopération interétatique m'apparaît à court terme ce qui peut être la seule voie. Sur le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, et je parle sur le regard de gens plus capés que moi en la matière, donc peut-être auront-ils d'autres réponses. Il ne faut pas leur mettre trop sur le dos. Le Conseil constitutionnel, on dit, c'est le gardien de la Constitution, c'est pas vrai. Le gardien de la Constitution, c'est le président de la République. Le Conseil constitutionnel, c'est le gardien de la constitutionnalité des lois. Et la précision est importante. Alors, il y a également le jeu électoral pour les élections. Mais sur la plupart des dérives qui nous intéressent, il n'a rien à dire. Pas grand-chose. Et donc, à partir de là, aller chercher le Conseil constitutionnel comme un gardien en la matière, c'est probablement quelque chose qu'on lui mettrait sur le dos et qui serait problématique par ailleurs. La force d'un juge est également liée à sa légitimité. En d'autres termes, si demain vous avez 80% des Français qui sont d'accord avec un président nouvellement élu qui dit que finalement, pour les institutions, la démocratie, bon, vous
faites quoi? Le juge peut toujours s'opposer, hein. Il risque de partir avec le humain. Les juristes ont construit des murailles de papier. Ces murailles de papier, elles sont importantes. Mais le droit, c'est le droit tant qu'on y croit. Prenez 1870. En 1870, il y a quelques républicains qui se réunissent à l'hôtel de ville et qui disent « Nous sommes le gouvernement ». Il y a un parlement qui continue à siéger, hein, le conseil législatif du Second Empire, qui ont été élus, etc. Plus personne ne les considère. Ils n'existent plus. C'est ceux qui se sont proclamés gouvernement qu'on considère comme étant le gouvernement. C'est quoi la définition juridique d'une révolution? C'est quand on cesse de croire que la Constitution est la Constitution. Et la plupart du temps, les constitutions ne les abrogent pas. Les constitutions, on considère simplement qu'elles ont cessé d'exister. Et donc, on est face à un régime très très fragile. Le Conseil constitutionnel ne peut être un gardien efficace à condition qu'il soit légitime et que donc l'adhésion vis-à-vis du régime et ceux qui sont pas gardés soit forte. Or aujourd'hui, c'est tout sauf évident. Et vous voyez la manière dont, notamment Donald Trump, juge que les juges, bon, on peut s'en passer. Il est encore bien déprimé, mais heureusement. Oui, ce soir, on a beaucoup de points de convergence avec Benjamin Morel et je le remercie vraiment et pour d'avoir écrit ce livre et d'être là ce soir, parce que c'est une nouvelle fois une belle édition des conversations éclairées. Et puis nous avons des désaccords, donc pour cette conclusion, je vais appuyer là-dessus, parce que c'est intéressant. D'abord, je voudrais commencer par dire que ce thème est à l'image de beaucoup d'autres thèmes, c'est-à-dire nous sommes un peu des enfants gâtés de la démocratie et nous ne nous rendons pas compte de l'oxygène que nous respirons parce qu'il nous est donné, et c'est que quand il se raréfie qu'on se demande comment faire pour le retrouver. Et de même qu'on disait que la République était belle sous l'Empire parce qu'il y avait beaucoup d'espoir dans la République sous l'Empire, de la même façon, si la République venait à déliter, on se regarderait les temps présents comme étant en réalité les temps où nous n'étions pas si malheureux et nous avons jeté beaucoup de bébés avec l'eau du bain. Et je fais cette considération préliminaire parce que Benjamin l'a un peu faite d'ailleurs lorsqu'il a parlé des Suisses qui se considèrent comme très malheureux aujourd'hui, alors que nous considérons que la Suisse est dans une santé magnifique. Ça me rappelle un débat que j'avais avec mon homologue allemand, si on peut parler d'homologue, parce que justement il y a aussi une impuissance de l'État allemand sur l'éducation, puisque c'est dans les heures et où je lui disais, tiens, nous on imaginait éventuellement une réforme de changement des rythmes scolaires, parce que tout le monde admire le fait que vous ayez école le matin et activités sportives et culturelles l'après-midi. Et là, il m'a répondu, ah bon, parce que nous, on est en train de penser à une réforme pour faire comme les Français, parce que tout le monde trouve que les enfants font rien. Et c'est une anecdote non constitutionnelle, mais très constitutive de l'approche que nous devons avoir. Donc, on doit être très attentif à ce qu'il y a de précieux dans ce que nous avons avant de le jeter aux orties. Et au passage, et donc ça peut amener à dire des choses parfois, finalement, qui n'ont pas l'attractivité de la chose nouvelle par leur originalité, mais qui néanmoins nous ramènent à des fondamentaux. Je voudrais insister sur une chose qui, curieusement d'ailleurs, n'a fait l'objet d'aucune cérémonie, aucune célébration, c'est que nous avons battu le record de longévité d'une constitution dans l'histoire de France. Si on considère que la Troisième République a commencé en 1875, elle a eu 65 ans, c'était le record. Et bien maintenant, nous sommes en 2025, on s'apprête à fêter le 67e anniversaire de la 5e République. On trouve ça normal désormais. Ça n'a rien de normal. Nous étions un pays de chaos constitutionnel, un pays d'instabilité non seulement gouvernementale, mais constitutionnelle, les deux à la fois. Nous l'avons été, et avec de temps en temps la compensation de l'existence de l'Empire ou de la monarchie, mais toujours avec beaucoup de difficultés. Donc la France, depuis 1789, a été à la recherche de sa stabilité constitutionnelle et ne l'a trouvée réellement qu'en 1958. Et la chimie, la recette de cette stabilité, elle est très forte et très profonde, et là aussi rarement analysée. Elle tient aux institutions telles qu'elles ont été conçues, je vais y revenir. Elle tient aussi à la capacité qu'a la Ve République de récapituler l'histoire de France. C'est-à-dire que vous trouvez dans la Constitution française d'aujourd'hui
des ingrédients, aussi bien en termes de garantie des droits qu'en termes de séparation des pouvoirs, qui sont des ingrédients qui sont en quelque sorte les sédiments de l'histoire. Par exemple, quand on dit la République est indivisible, démocratique, laïque et sociale, eh bien, ce sont des sédiments de notre histoire. Quand on intègre dans le bloc de constitutionnalité et la déclaration de 1789 et les grandes lois de la Troisième République et le préambule de 46, on fait ce travail de réconciliation avec nous-mêmes. Et d'une certaine façon, c'est comme si 1958 permettait de faire ce que les Américains ont réussi à partir de 1787, sauf qu'on le faisons a posteriori dans une forme de mouvement de récapitulation, stabilisation. Personne aux États-Unis, même les plus fous, et on a un peu de laboratoire, ne dit passons à la Deuxième République. Personne ne dit ça. Parce que celui qui dirait ça serait considéré comme fou, parce qu'il enlèverait le tapis de l'existence même de la nation en enlevant le tapis constitutionnel. Nous, on a beaucoup d'acteurs de la vie politique qui veulent avoir l'air chic et originaux en disant vive la 6ème République. On ne sait absolument pas ce que ça voudrait dire. Quand on commence à expliciter, en général, ça ressemble à la 4ème République, donc chiffre romain vu dans un miroir. Et c'est évidemment une folie, une aventure inimaginable. Si on s'aventurait vers quelque chose de ce genre, on aurait de nouveau l'instabilité constitutionnelle et l'instabilité gouvernementale. Donc, ce que nous avons de précieux avec la Ve République, ne serait-ce que d'ailleurs l'accumulation du temps, la légitimité que donne à la Constitution le fait d'avoir cette durée aujourd'hui, tout ceci est incroyablement précieux, et ce d'autant plus, et ça a été dit, que la Constitution est tellement plastique qu'en réalité, eh bien, elle a cette souplesse qui nous permet aujourd'hui d'avoir traversé les épisodes de la cohabitation et même l'épisode que nous traversons aujourd'hui. Alors, une fois qu'on a dit ça, on est tous conscients que nous vivons une crise et qu'on a un système partisan qui est en crise, qui même renvoie, comme l'a dit Benjamin, à d'autres crises plus profondes, pourquoi pas même les enjeux de crise de civilisation et autres, mais là aussi, ne négligeons pas le fait que nous vivons pour la première fois 80 ans de paix, de démocratie. C'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Et je fais le pari que, quand même, la conscience publique, majorité silencieuse, comme on dit parfois, a quand même conscience de ça. Et n'a pas envie de lâcher cette chose-là. Et donc, les institutions font partie des grands ancrages de cette dimension démocratique. Donc là où je veux en venir, c'est que, oui, on a un système partisan qui est en crise. En aucun cas, à mes yeux, ça ne remet en cause les institutions telles qu'elles sont. C'est même le contraire. On est en train de voir que, alors qu'il se passe à peu près n'importe quoi sur le plan politique actuellement, on a des institutions qui tiennent la route. Alors bien sûr, il y a deux choses qui ne dépendent pas des institutions. Il y a la manière dont elles sont utilisées, et par exemple, la dissolution est une aberration totale de l'usage des pouvoirs constitutionnels, mais ça on pourrait le dire avec bien des constitutions, qu'il y a des usages raisonnés, raisonnables et des usages pas raisonnables de la Constitution. Et puis deuxièmement, le système partisan qui lui-même est en partie dépendant, mais pas que, du mode de scrutin. Et là où j'ai une divergence fondamentale avec mon ami Benjamin, divergence heuristique, divergence fructueuse, c'est que je pense que, premièrement, c'est absolument pas le sujet aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire ça parce qu'en gros ça changerait d'ailleurs sans doute pas grand-chose de ce que nous avons déjà, aujourd'hui même. Et deuxièmement, ça peut empirer, voire ancrer la situation actuelle qui n'est pas souhaitable. D'une certaine façon, aujourd'hui on a sous les yeux ce que seraient déjà les résultats de la proportionnelle si elle existait. Il y en a entre 50 et 80 formes, Jean-Michel. Comment ? Il y en a entre 50 et 80 formes, Jean-Michel. Oui, je sais, c'est ce que me dit toujours Benjamin, il y en a entre 50 mais le mode de scrutin le plus déraisonnablement pas représentatif et majoritaire que je connaisse, il est proportionnel et il est français. On a inventé en France un mode de scrutin proportionnel à 2 tours avec une prime majoritaire de 50%. C'est le mode d'élection des municipales. Vous avez quoi qu'il arrive une majorité. Et quand on dit ça à nos collègues étrangers, ils font « Mais seulement ça existe, vous avez inventé ça ?» On dit « C'est français ». Et donc, en la matière, tout dépend de la proportionnelle que l'on fait. Le RN actuellement propose une proportionnelle avec une prime majoritaire de 25%, ce qui leur permettrait, quoi qu'il arrive, d'avoir une majorité. Le RN là-dessus a entre guillemets une longueur d'avance, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pensé uniquement
pour ou contre la proportionnelle comme principe. Ils ont pensé quel proportionnel leur permettrait à eux de gouverner. Voilà. Et c'est ça le danger. C'est justement l'inconvénient de la proportionnelle, c'est que c'est totalement instrumental et d'ailleurs vu comme tel et soupçonné à juste titre comme tel. Même que, par exemple, François Mitterrand a été soupçonné de faire une proportionnelle à sa main en 86, ce qui était d'ailleurs vrai. Et donc, c'est justement, là aussi, même si c'est vrai, le vote de scrutin relève de la loi et pas de la Constitution, pour les raisons que Benjamin a rappelées, il n'en demeure pas moins que le changer trop souvent, là aussi, crée un problème de légitimité démocratique. Donc, je pense qu'on a un problème aujourd'hui, disons, d'organisation du système partisan, qui dépend des Français, que ça n'est pas du tout souhaitable d'avoir la tripartition entre l'extrême gauche, un grand centre et l'extrême droite telle que nous l'avons aujourd'hui, qu'il faut tout faire pour sortir de cette situation. À mes yeux, ça passe par quelque chose à 5, au lieu d'avoir un système tripolaire, d'avoir un système à 5 pôles, c'est-à-dire une extrême gauche et une extrême droite. Évidemment, à mes yeux, si on pouvait les avoir, ce serait mieux. Tant qu'on les a, elles existent. Une gauche de gouvernement, un centre de gouvernement, une droite de gouvernement. Et que des alliances, qui sont possibles dans le cadre du scrutin majoritaire, permettent néanmoins de l'alternance démocratique. Le cas échéant, un jour, la gauche voudra s'allier avec l'extrême gauche, la droite peut-être avec l'extrême, peut-être, c'est pas ce que nous voulons, mais en tout cas, cette possibilité démocratique existe. Et le scrutin majoritaire permet tout à fait d'aller vers ça. Il me semble qu'on peut parfaitement revenir à des majorités absolues au service d'un président élu et que les gens vont avoir un tel désir aux prochaines élections présidentielles et législatives de retrouver un peu d'efficacité politique qu'ils vont le faire. Alors, je pense que la France a un atout en ayant des institutions qui fonctionnent. En Europe, on a une paralysie générale dans la plupart des gouvernements. On voit aujourd'hui que l'Italie de Meloni, indépendamment de ce qu'on pense de Mme Meloni, retrouve une forme d'efficacité. À mon avis, ce n'est pas le moment pour la France de se mettre en situation d'impuissance, elle est déjà suffisante. Et ceci indique donc, à mon avis, assez peu d'évolution. Alors c'est là que ce que je vais dire n'est pas sexy. Je pense qu'il n'y a pas tellement besoin de réforme institutionnelle. 2, pas besoin d'une réforme du mode de scrutin. En revanche, je pense qu'il doit y avoir un discours politique très net sur la nécessité de sortir de la structuration partisane que nous avons, et ça demande un travail de conviction vis-à-vis des Français. Mais à mes yeux, il n'y aurait rien de pire que de délégitimer les institutions, c'est d'ailleurs pas ce que fait Benjamin, et moins grave, mais cousin de cela quand même, de légitimer le mode de scrutin actuel, qui n'est pas vraiment responsable de la situation dans laquelle on est, et qui encore une fois nous montre... Alors, Benjamin a toujours donc, la réponse qu'il a faite, je vais donc essayer de la résumer, qui a 50 modes de scrutin. Non, mais c'est pas ça, c'est que le mode de scrutin majoritaire à 2 tours, j'y reviens, mais ne produit pas nécessairement de majorité. Oui, bien sûr. Il n'en produit pas à la fin de la Troisième République, et nous avons la même configuration partisane. Donc on peut espérer que ça revienne, mais si ça ne revient pas, c'est encore 5 ans d'ingouvernabilité. Et quand on regarde la sociologie de l'électorat de gauche, avant les dernières élections législatives, après les européennes, Glucksmann, Mélenchon à couteau tiré, 8 électeurs de gauche sur 10 voulaient l'union. L'électorat de gauche est très cohésif. Prenez l'électorat centriste. En cas de second tour, RN contre PS, il y a un électeur centriste sur 2 qui a voté PS. Les autres se sont en grande partie abstenus. Les blocs ne sont pas poreux. Ils le reviendront peut-être dans 10 ans. Pour l'instant, ils ne sont pas poreux. Un modèle avec 3 blocs non poreux, un mode de scrutin constant, ça ne donne pas de majorité et ça donne des blocs très cohésifs qui ne peuvent pas rentrer dans des rapports différents d'alliance. Ce n'est pas un choix, encore une fois. Le mode de scrutin, ce n'est pas une valeur, c'est un instrument. Et actuellement, à sociologie électorale constante, l'instrument, il est cassé. Et donc, on peut espérer que ce ne soit pas le cas demain, mais pour l'instant, il est cassé. Alors, comme vous le voyez, il y a des courants à l'intérieur de la République, et c'est une très bonne chose. Je crois, encore une fois, on va mettre. Le problème actuel est bien réel. Je ne pense pas que le changement de mode de scrutin
le changera. Et je pense que le Premier ministre va nous faire perdre encore beaucoup de temps dans les semaines qui viennent en remettant ce sujet devant, alors qu'il y a des réformes beaucoup plus importantes dont la France a besoin. Mais, oui. Excusez-moi, mais pourquoi donc, notre Premier ministre s'entête là-dessus? D'abord, c'est une position historique, puisque à l'époque où le MoDem était très minoritaire, c'était une façon d'exister et de ne pas avoir en plus à faire d'alliance avec la droite ou la gauche, mais d'exister par soi-même. C'est aussi un des problèmes de la proportionnelle. On dit que ça crée une culture des alliances, mais ça crée aussi une culture de la fragmentation où chacun se dit tiens, mais je vais ouvrir ma boutique, même si je fais 5%, j'aurai des élus. Jean-Michel, c'est pas que ça. En fait, non, mais quand même. Aujourd'hui, si vous voulez, à part Horizon et LR, tous les partis sont d'accord sur la proportionnelle. La question, en fait, si vous prenez par exemple les socialistes actuellement, pourquoi les socialistes peuvent se permettre de quitter les bancs du MFP et de rentrer dans une logique système d'alliance, en tout cas de non-censure? C'est parce qu'en fait, demain, si jamais vous n'avez pas de changement de mode de scrutin, qu'est-ce qui se passe? Je suis élu député socialiste sur la dernière configuration, je suis allié sur une configuration d'alliance des gauches. Si jamais j'ai un candidat insoumis demain face à moi, je saute pour les 2/3 du groupe. Si vous voulez éviter une non-censure à court terme, il faut que les groupes politiques actuels n'aient pas l'impression qu'en cas de législative, dans 1 an ou dans 2 ans, ils meurent. Or là, actuellement, eh bien, pour une partie de ces groupes politiques, la réponse est oui. Donc en fait, c'est une affaire de survie actuellement pour le gouvernement. Et ça, il faut l'entendre, c'est la stratégie politique, mais c'est quand même fondamental. Bon, on va essayer de vraiment conclure, mais je vais bien avoir le dernier mot, aussi. La question, c'est quand même sur pourquoi François Bayrou a cette position. Il l'a depuis toujours, on peut lui reconnaître ça, pour la survie du mode. Et même si ce que vient de dire Benjamin est exact, c'est d'ailleurs en fait le seul bon argument, et c'est quand même un argument tactique, hein, c'est-à-dire ça constate la non-vertu des députés, et constatant cette non-vertu, ça essaye de les inciter à être vertueux par le mode de scrutin. Là, mais on peut espérer d'autres ressorts, et en tout état de cause s'agissant du Premier ministre, c'est encore une fois une position historique, donc il ne la lâche pas, mais c'est aussi, disons-le aussi, un petit clin d'œil au Rassemblement national, l'air de rien. Et donc, à ce titre, c'est aussi problématique. Et par contre, ça va vous faire perdre encore un temps inouï. Et si ça devait aboutir, je ne pense pas, mais on va débat, que ça va changer quoi que ce soit. Je pense que même ça peut nous ancrer dans cette instabilité dont on parle. Mais en tout cas, le débat vaut la peine. Lisez le livre de Benjamin. Et il n'est pas terminé. Et surtout, la question du mode de scrutin, le livre est terminé, mais pas le débat. Et surtout, on va encore faire des choses fructueuses ensemble pour cela, sur le débat institutionnel, justement. Mais je crois que nous avons, et c'est important que la question des institutions européennes ait été abordée, à faire preuve de créativité, mais aussi de conscience de ce qui va et de ce qui ne va pas dans notre système politique. J'ai vécu ça sur d'autres sujets. Le risque, quand il y a la moitié des choses qui vont et la moitié des choses qui ne vont pas, c'est de réformer ce qui va et avoir après 75% des choses qui ne vont pas. Et ce risque, ce risque, il existe en cette matière. C'est pour ça que j'ai tendance à penser qu'il faut voir tout ça avec On ne peut pas dire que les... Le mot de la fin pour Benjamin. On ne peut pas dire aujourd'hui que nos institutions vont, Jean-Michel. Non, 50%. On n'a aujourd'hui pas de majorité. Nous n'avons pas eu de budget à temps. Nous n'en aurons probablement pas à temps. Nous avons un Parlement à l'arrêt. Le monde, ça a été évoqué, est en train de partir à volo. Nous avons un Parlement à l'arrêt, un gouvernement sur un CGG de table qui ne peut pas gouverner. Et quand vous dites c'est pas la proportionnelle qui peut changer les choses, en fait, la proportionnelle permet de fluidifier le système d'alliance, premièrement. Et deuxièmement, si vous mettez, encore une fois, une prime majoritaire, un seuil de représentation de 5%, regardez quels sont les groupes politiques qui ont fait plus de 5% aux dernières élections européennes. 6. Combien il y a de groupes politiques aujourd'hui au Bundestag? 6.
Combien il y en a en Autriche? 5. Combien est-ce qu'on en a à l'Assemblée nationale? 11. Et donc, une fois qu'on a dit ça, si vous faites une proportionnelle bien calibrée, pas celle de 86, si vous faites une proportionnelle bien calibrée, vous avez moins de groupes politiques et des majorités plus faciles. Et vous pouvez affronter les dérives du monde de demain. Si aujourd'hui vous considérez que le mode de scrutin est une valeur, un principe du régime, et pas un instrument, et qu'on n'a pas de majorité en 2027, qu'est-ce qui se passe? La France aurait été absente pendant 7 ans. Et donc, c'est ça le vrai danger. Encore une fois, on ne va pas se faire tuer au champ de bataille pour un mode de scrutin. La question d'un instrument, d'un mode de scrutin, c'est pas est-ce qu'il est bon ou pas bon, c'est est-ce qu'il est efficace ou est-ce qu'il n'est pas efficace. Si ma vie politique change, c'est ce que pensait De Gaulle, à ce moment-là, l'instrument doit changer. Et si on n'a pas de repolarisation d'ici 2027, à ce moment-là, c'est un instrument qui est un instrument défaillant. Donc la question qui était bien posée tout à l'heure, c'est quel rôle on veut pour la France dans le monde, quelle bataille on mène pour la République, et quel est le meilleur instrument pour le mener. Si le monde a perdu 7 ans, je crains malheureusement que l'histoire ne nous attende pas.